La sortie en salle toute récente de The Brutalist de Brady Corbett, dans lequel Adrian Brody incarne un architecte rescapé de la Shoah qui tente, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de refaire sa vie aux États-Unis, nous a donné envie d'évoquer un sujet phare de l'histoire du cinéma, l'architecture, et l'architecture, pour circonscrire un sujet très vaste, disons moderne. Car évidemment au cinéma, art visuel s'il en est, tout est plus ou moins architecture, que cette architecture existe, comme la ville nouvelle de Créteil, en banlieue parisienne, dans Buffet froid, ou que cette architecture soit inventée, comme dans le Métropolis de Fritz Lang, oui, tout ou presque au cinéma est construction, design, forme, perspective, géométrie. Un pont new-yorkais dans Manhattan, une gare dans l'inconnu du Nord Express, un échangeur routier dans The End of Violence, un tunnel dans Les Anges déchus, un parking aérien dans L'état des choses, un centre commercial dans Body Double, une piscine dans L'Odyssée de Pi, des toilettes publiques dans Perfect Days, une usine dans Le Chant du Styrène, des bureaux cloisonnés dans Playtime, ou Open Space dans Le Procès, des immeubles dans La Mort dans la peau, des hôtels dans Grand Budapest Hotel, et puis des maisons à Los Angeles dans Réalité, en banlieue parisienne dans Mon Oncle, ou à Séoul dans Parasite. Oui, ascenseur dans Le Grand Frisson, escalator dans La Rivière, escalier à colimaçon dans Opération Peur, ou triangulaire dans L'Oiseau au plumage de cristal, tout au cinéma est vraiment architecture, couloir et labyrinthe. Et dans ce labyrinthe architectural si vaste qu'il en devient quelque peu intimidant, tirons un fil, non pas celui de l'architecture au sens large, mais celui de la figure de l'architecte lui-même, très très présent dans l'histoire du cinéma. Alors nous pourrions commencer par les nombreuses créations architecturales célèbres, d'architectes célèbres, qui jalonnent l'histoire du cinéma. Ainsi, la Fall Waterhouse de Frank Lloyd Wright, c'est connu, a servi de base d'inspiration pour la maison que découvre Cary Grant à la fin de La Mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. La Ennis House de Los Angeles, autre création célèbre de Wright, est hantée dès le générique de La Nuit de tous les mystères de William Castle, et est aussi utilisée comme appartement par Harrison Ford dans le Blade Runner de Ridley Scott, sans oublier le Marin County Civic Center de San Rafael, en Californie, dont les formes originales ont accompagné quelques fictions dystopiques sur le devenir robotique de l'humanité, comme Bienvenue à Gattaca d'Andro Nicole, ou quelques années plus tôt, THX 1138 de George Lucas. Sinon, puisque nous évoquons les fictions dystopiques indissociables de l'architecture moderne, novatrice et en de nombreux points futuriste, nous pourrions citer les espaces d'Abraxas, créés par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, à Noisy-le-Grand en banlieue parisienne, au carrefour des années 80, et dont la structure imposante, voire écrasante, a servi de décor à de nombreuses fictions futuristes cauchemardesques, comme Le Prix du danger d'Yves Boisset, Brasil de Terry Gilliam, ou ici bien sûr Hunger Games, le deuxième, avec Jennifer Lawrence et ses collègues, bientôt pris au piège dans une architecture à la fois fascinante et dans le même temps anxiogène. Stay back. On retrouve cette même dualité dans la Muralla Roja à Calpe en Espagne, toujours signé Ricardo Bofill, suite d'appartements postmodernes très colorés, conçus à la fin des années 60 et que voici dans le film de Jess Franco, La Comtesse perverse, à l'extérieur ou à l'intérieur, et une Muralla Roja qui a notamment servi d'inspiration pour le décor prison de la série Squid Game, avec ici une accumulation de couleurs qui accentue par contraste la noirceur de la situation. À part ça, le Brésilien Oscar Niemeyer est un autre architecte très présent au cinéma, et notamment bien sûr dans L'Homme de Rio, avec Jean-Paul Belmondo, qui découvre au début 60 Brasilia, alors en construction, une ville entièrement imaginée par l'architecte, et que Belmondo va ensuite parcourir dans une ambiance quasi fantomatique, à pied dans un sens, puis à vélo dans l'autre, avant de survoler la ville en avion.
À part ça, d'autres créations d'architectes célèbres du XXe siècle sont disséminées dans l'histoire du cinéma ici ou là. La Villa Malaparte à Capri, d'Adalberto Libera, que Jean-Luc Godard a immortalisé dans Le Mépris. Et puis la Villa E1027 sur la Côte d'Azur, conçue par l'architecte irlandaise Eileen Gray, sujet du film The Price of Desire, avec Orla Brady dans le rôle de l'architecte. Mais aussi la Villa Coruchet, conçue par Le Corbusier, à La Plata en Argentine, qui tient un rôle central dans L'Homme d'à côté de Marianne Ocon et Gaston Duprat, habité par Raphaël Spregelbird et Eugenia Alonso, lesquels ont un voisin qu'il ne fallait pas avoir. Hey! Kiasin! Et puis comment ne pas citer la pyramide du Louvre de Léo Mingpei, qui clôt le Da Vinci Code, et le musée Guggenheim de Bilbao, conçu par Frank Gehry, qui ouvre le James Bond « Le monde ne suffit pas ». Sans oublier la Casa Milla à Barcelone, signée Antoni Gaudi, que visite Jack Nicholson dans Profession reporter d'Antonioni, mais aussi la Villa Paul Poiret de Robert Mallet Stevens, que quitte Denis Lavant au début de l'Immotors de Léos Carax, ou l'Habitat 67, imaginé par Moshe Safdie à Montréal, que l'on aperçoit dans Les Rois du Patin. Et on s'en veut déjà de ne pas avoir cité les maisons de John Lautner, par exemple la Chemosphere de Los Angeles, nid d'aigle idéal pour illustrer les pulsions voyeuristes de Craig Wesson dans le Body Double de Brian De Palma, ou encore la Schaeffer House à Glendale, en Californie, où vit Colin Firth dans A Single Man, dont les formes épurées et les nombreuses vitres, transparences et autres reflets, qui semblent ne rien cacher du personnage, lequel est littéralement mis à nu, une maison qui évidemment illustre par contraste la vie tourmentée d'un professeur d'université contraint de dissimuler son homosexualité derrière les apparences. Enfin, si on ajoute la cité de Wakanda, de Black Panther, en grande partie inspirée des créations de l'architecte irako-britannique Zaha Hadid, et la tour Burj Khalifa à Dubaï, conçue notamment par Adrian Smith, que s'apprête à dompter un Tom Cruise intrépide dans Mission Impossible le protocole fantôme, on peut dire que l'on croise au cinéma de nombreuses, sinon la plupart, des créations marquantes de l'architecture moderne. Mais sinon, eh bien, c'est le deuxième volet de ce tour d'horizon, le cinéma a aussi inventé de nombreux personnages d'architectes et toujours pour des raisons signifiantes. Alors tout d'abord, le cinéma a parfois fait le portrait d'architectes fictifs très inspirés de la réalité. Ainsi dans Le Rebelle, King Vidor évoque le destin d'Howard Rourke, incarné par Gary Cooper, pionnier de l'architecture moderne, à la vie certes romancée, mais aux créations très proches de celles de Frank Lloyd Wright, lequel va rencontrer tout au long de son parcours réticence et scepticisme, et ce, dès la sortie de son école d'architecture. Do you want to stand alone against the whole world? There's no place for originality in architecture. Nobody can improve on the buildings of the past. One can only learn to copy them. À part ça, Éric Rohmer, dans L'Arbre, le maire et la médiathèque, a imaginé un film autour de l'architecture et la politique, avec des réunions entre architectes et élus locaux, très concrètes, presque banales. Depuis le théâtre, on trouve l'entrée vers la médiathèque. Là où tout récemment, Francis Ford Coppola a lui aussi imaginé un film autour de l'architecture et la politique, mais dans un style plus baroque, Megalopolis, avec Adam Driver en architecte magicien, doté du plus grand des pouvoirs, celui de maîtriser le temps. Time stop! Mais encore. Eh bien, la plupart du temps, comme ici François Cluzet, dans Le Paris de Cédric Lapiche, l'architecte au cinéma incarne une certaine idée de la maîtrise. Il est celui qui construit, qui bâtit, en prévoyant tous les aléas. C'est un socle, le maître des fondations. Au contraire ici de Fabrice Lucchini, à ses côtés, frère qui lui craque, se brise, s'étiole. J'étais voir un psychanalyste. Un psy? Et pourquoi? Excuse-moi, les bras m'en tombent. Pourquoi un psy? Je vais pas bien, visiblement. Je crois que je suis en dépression nerveuse. Enfin, écoute, tu vas très bien. T'es comme moi. T'es pas du tout en Je dépression. suis pas comme toi, s'il te plaît. Je suis pas comme toi et je ne vais pas très bien.
Mais bien sûr, le plus souvent au cinéma, cette image de solidité de l'architecte vole en éclats, sur un mode comique par exemple, dans Notre-Dame de Valérie Donzelli, avec Valérie Donzelli, architecte au bout du rouleau, dans sa vie sentimentale mouvementée, comme à son travail dans son cabinet d'architecte, avec son collègue Bully Lanners. Mais cette solidité de l'architecte vole aussi en éclats sur un mode plus dramatique. Ainsi, dans Les choses de la vie de Claude Sautet, l'architecte Michel Piccoli, que l'on voit fréquemment sur son chantier, est victime d'un grave accident de voiture et va ensuite tenter, dans l'ambulance, de revoir sa vie, et notamment sentimentale, en vrac, déconstruite, éparpillée en 1000 morceaux. Un exemple qui nous fait penser à Hiroshima mon amour d'Alain Resnais et Marguerite Duras, avec la rencontre à Hiroshima entre la française Emmanuelle Riva, comédienne, et le japonais Eiji Okada, architecte, et un architecte qui va guider Emmanuelle Riva dans le labyrinthe de ses souvenirs, là aussi en ruine, au propre comme au figuré. Ici un baiser interdit avec un soldat allemand pendant la guerre au milieu des ruines. Eiji Okada, devenant l'architecte de la mémoire d'Emmanuelle Riva, se transformant alors en psychanalyste. Je ne sais plus rien. Après, je ne sais plus rien. Combien de temps? L'éternité. Une idée de reconstruction difficile qui touche également beaucoup d'autres personnages d'architectes de l'histoire du cinéma, confrontés au deuil, et par exemple Donald Sutherland dans Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, architecte partant à Venise avec sa femme Julie Christie pour panser ses plaies, la perte d'un enfant, et qui restaure symboliquement une église ancienne et qui va éprouver concrètement la difficulté de la reconstruction sur des fondations désormais inéluctablement friables. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les affres de l'amour et ce constat singulier. Les relations adultères au cinéma sont parfois, et même curieusement souvent, liées au métier d'architecte. Ainsi, dans Liaison secrète de Richard Quinn, l'architecte Kirk Douglas va vivre avec sa voisine Kim Novak une relation adultère, avec en parallèle la construction d'une nouvelle maison en dehors de la ville, à l'abri des regards, et un fondu enchaîné opportun pour faire le lien entre nouvelle histoire d'amour et chantier en cours. Ce qui nous fait penser au Jungle Fever de Spike Lee, avec la relation adultère entre les architectes Wesley Snipes et Annabella Sciorra, qui va se concrétiser au bureau, littéralement sur les croquis d'un nouveau projet. De même dans Falling in Love, de Lou Grossbard, l'architecte Robert De Niro et Meryl Streep, tous deux mariés, se rapprochent en secret au milieu d'une construction qui dit l'hésitation, l'entre-deux, l'aventure sentimentale, là aussi en chantier. Oui, l'architecte n'est jamais au cinéma une profession tout à fait banale et prête souvent à la métaphore, et ce n'est pas le film de Cédric Kahn, Les Regrets, qui nous contredira. Le film montre en effet un couple d'architectes établis, Yvan Attal et Harley Jover, qui va bientôt voler en éclats, avec le retour d'un amour de jeunesse, Valeria Bruni-Tedeschi, qu'Yvan Attal croise par hasard dans la rue. Excusez-moi, je vous rappelle. Avec en point d'orgue la découverte de la maison de Valeria Bruni-Tedeschi, hautement symbolique, une maison qui n'a visiblement jamais été rénovée, un lieu resté en l'état, comme en attente depuis 30 ans. Bref, si on ajoute Michael Redgrave, architecte inquiétant dans Le secret derrière la porte de Fritz Lang, et Matt Dillon, architecte encore plus inquiétant dans The House That Jack Built de Lars von Trier. But my really big dream was to become an architect. Si on ajoute Paul Newman, architecte de la Tour Infernale dans La Tour Infernale, qui comprend le premier, l'ampleur de la catastrophe. It's too hot. You better leave it off. Et Victor Garber, architecte du Titanic dans Titanic, qui lui aussi comprend le premier, l'ampleur de la catastrophe. Water, 14 feet above the keel in 10 minutes. In the forepeak, in all 3 holds.
Sans oublier Valérie Caprisky, étudiante en architecture troublée en plein cours par Richard Gere dans À bout de souffle, Made in USA. Mais aussi Lola Créton, étudiante en architecture en voyage d'études en Allemagne, sur les traces du Bauhaus dans Un amour de jeunesse. Ou encore Elliot Page dans Inception, étudiant en architecture à Paris, recruté par Leonardo DiCaprio et qui dévoile une imagination littéralement renversante. On peut dire que les personnages d'architectes sont au cinéma plus ou moins partout. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des plus beaux, des plus belles ou des plus insolites architectes de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par Le ventre de l'architecte que Peter Greenaway réalise en 1987 avec l'architecte américain Brian Dennehy qui se rend avec sa femme à Rome pour une exposition autour d'Étienne Louis Boullée et un architecte qui va voir sa vie, ses fondations, son socle s'effriter avec l'apparition de la maladie, un cancer de l'estomac, tandis qu'en parallèle son couple implose. Tout un symbole du coup de voir Brian Dennehy déambuler à Rome dans des décors de ruines, vestiges d'un autre temps, puis dans le quartier plus moderne de l'Eure, symbole de l'architecture fasciste des années 30, le tout sur la musique inspirée du pianiste belge Wim Mertens. Notre numéro 4, revenons au Rebelle de King Vidor, sans doute le plus grand film de l'histoire du cinéma sur l'architecture, avec une scène que nous aimons tout particulièrement, Gary Cooper, Howard Rourke, architecte encore au début de sa carrière, qui présente ses travaux à ses commanditaires, lesquels vont lui proposer de nombreux changements, et l'architecte de tenir bon, une scène savoureuse qui pourrait aussi être vue comme la métaphore d'un cinéaste présentant son premier montage à ses producteurs. We've had this made to show you our general idea. It's very simple. All you have to do is copy it. We want you to adapt your building like this. Now there's a touch of the new and a touch of the old, so it's sure to please everybody. The middle of the road. Why take chances when you can stay in the middle? You see, it doesn't spoil anything, does it? And we must always compromise with the general taste, Mr. Rourke. You understand that, I'm sure. No. If you want my work, you must take it as it is or not at all. But why? A building has integrity, just like a man, and just as seldom. It must be true to its own idea, have its own form, and serve its own purpose. But we can't depart from the popular forms of architecture. Why not? Because everybody's accepted them. I haven't. Do you wish to defy our common standards? I set my own standards. Well, do you intend to fight against the whole world? If necessary. But after all, we are your clients, and it's your job to serve us. I don't build in order to have clients. I have clients in order to build. Mr. Rourke, we can't argue about this. The decision of our board was final. We want these changes. Will you accept the commission on our terms or not? You realize, of course, your whole future is at stake. This may be your last chance. Well? Yes or no, Mr. Rourke? No. You realize what you're doing? Quite.
Rourke, this is sheer insanity. Can't you give in just once? After all, you have to live. Not that way. How else? Don't you have to work? I'd rather work as a day laborer if necessary. Notre numéro 3, on se souvient dans Un assesseur de Woody Allen de la déambulation en voiture de l'architecte Sam Waterston présentant à Diane West et Carrie Fisher ses immeubles new-yorkais préférés. On se souvient aussi dans Journal intime de la déambulation architecturale de Nanni Moretti en scooter dans les rues de Rome un jour d'été. Et puis on se souvient aussi, et surtout, dans C'est arrivé près de chez vous, de la déambulation à pied de Benoît Poulvorde, alors tout jeune, serial killer suivi par une équipe de documentaristes pour une leçon d'architecture et d'urbanisme exaltée, difficile de faire plus culte. Tu vois, ici, on est dans un quartier à majorité de vieilles personnes. Hein. C'est-à-dire que les urbanistes conçoivent des logements dits sociaux. Hein. C'est-à-dire des logements faits pour les jeunes couples qui démarrent, hein, pour les ouvriers, pour les ménagers, mais aussi peut-être pour les chômeurs. Hein. Tout ceci dans le plan d'une restructuration des plans de secteur visant à vaincre la solitude du troisième âge en l'intégrant à la population active. C'est une chouette idée. Mais où je ne suis pas d'accord, et c'est là qu'est la faille, c'est comment peut-on concevoir des habitations sociales sans la moindre recherche esthétique. Ça n'est pas possible. Hein. Je suis désolé. Allez. Hein? Bon, ils avaient pensé à installer des cerisiers du Japon tout le long des allées. Tu vois, un peu dans le style cité balnéaire anglaise. C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein? Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non. Moi, j'ai été observateur, j'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment et c'est ça qui est dommage. Regarde, qu'est-ce qui te saute la première fois que tu vois ça? La première chose qui te saute aux yeux. Les briques. C'est les briques rouges. Ouais, et le rouge, c'est la couleur de quoi? Le rouge, c'est la couleur du sang, le rouge, c'est la couleur des Indiens. C'est la couleur de la violence. Hein? Alors que le fléau de notre société, et tout le monde s'accorde à le dire, est la violence, ils vont te foutre des briques rouges. Mais le rouge, c'est aussi la couleur du vin, mon vieux. Le vin qui dit vin dit pot de vin. Ouais. Parce que tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Et ça me désole, hein. Attention, tu vas n'importe où avec ta caméra. Les gens, ils aimeraient pouvoir s'arrêter et dire tiens, quel beau parterre, quelle magnifique asymétrie. Et quelle belle tonalité de briques. Mais on ne leur donne pas l'occasion non plus. Alors ils préfèrent rester devant leur téléviseur et c'est dommage. Moi, personnellement, si j'avais dû concevoir ce genre de choses, j'aurais vu une habitation, tu vois, de plein pied, avec de grands parterres très aérés, un peu à la Frank Lloyd. Notre numéro 2, nous tenions à citer une architecte dans ce classement, et plus précisément Cate Blanchett, dans le film plutôt méconnu Bernadette a disparu, que réalise Richard Linklater en 2019. Avec Cate Blanchett, architecte donc, ou plutôt ex-architecte, ayant pris sa retraite prématurément suite à un trauma. Une ex-architecte qui habite une maison hautement symbolique, qui fuit de toutes parts. Bref, une maison, comme le personnage, qui prend l'eau au bord du gouffre avant que son ex-collègue Laurence Fishburne ne lui donne un conseil avisé. Which is that people like you must create. That's what you were brought into this world to do, Bernadette. If you don't, you become a menace to society. Et Cate Blanchett de le prendre au mot, s'évadant loin, très loin, dans le grand froid pour trouver l'inspiration, avec ici une scène saisissante qui nous fait dire que c'est décidément beau, une architecte qui retrouve l'envie face à l'immensité immaculée de la banquise.
Enfin, notre numéro 1 est un cas un peu particulier et concerne la mort aux trousses d'Alfred Hitchcock. Alors déjà, Cary Grant est un personnage tout au long du film, enfermé dans un labyrinthe architectural fascinant, aux abords d'une maison très Frank Lloyd Wright, comme nous l'avons vu, mais aussi au sortir de l'ONU, traqué et écrasé par la perspective, ou encore en plein désert, silhouette au milieu de l'immensité. Et puis, si Cary Grant n'est pas architecte dans La mort aux trousses, il est tout de même designer publiciste, c'est-à-dire qu'il trace sur papier des idées, des concepts, des lignes qui se concrétisent ensuite, et c'est bien de cela dont il s'agit dans le film d'Hitchcock, puisque Cary Grant va être pris pour quelqu'un qui n'existe pas, George Kaplan, espion fantôme inventé pour tromper l'ennemi. Il va donc donner vie à une abstraction, et cela, le générique conçu par Saul Bass, l'une des plus belles leçons d'architecture et de création artistique que nous ayons vues un jour sur grand écran, le résume: des lignes horizontales et verticales qui précèdent un plan de gratte-ciel, le concept, l'idée qui s'incarne et prend littéralement vie sous nos yeux.